Ladies and gentlemen, welcome. Welcome for this second day of the International Conference from Educate BE. A very Mesdames et warm messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette deuxième journée de notre conférence Educate. Merci et merci aussi aux interprètes qui sont en coulisses et qui nous permettent de nous comprendre. Aujourd'hui, nous allons peut-être commencer en nous rappelant de ce que nous avons fait hier. Nous avons commencé par une présentation, puis une discussion en panel sur la nécessité d'introduire une forme d'éducation, d'enseignement différente pour faire face à ce défi mondial qu'est le changement climatique et l'éducation. Et puis, dans l'après-midi, nous avons essayé de montrer comment les enseignants, les éducateurs peuvent être des agents de changement par rapport justement à cette prise de conscience climatique. Aujourd'hui, nous allons davantage plonger dans ce défi qu'est le changement climatique et l'éducation. Nous allons parler des écoles vertes, c'est-à-dire de l'infrastructure physique aussi. Nous allons voir comment, par ce biais-là aussi, avoir un impact sur le climat. Et puis, nous allons parler aussi de la résilience, c'est-à-dire plus la justice sociale. Il y aura quelques jeunes aussi qui s'exprimeront, qui viendront apporter leur témoignage, puisque les jeunes, évidemment, c'est l'avenir et nous leur donnerons la parole. Nous avons utilisé le Mentimeter hier aussi. Eh bien, à nouveau, vous allez l'utiliser pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, vous allez utiliser 52 27 00 89, voilà le code, comme hier. Pour ceux qui sont ici dans la salle, je vous invite peut-être à partager avec vos collègues quelques réflexions ou ce que vous aimeriez partager sur le Mentimeter, justement. Alors, je vois déjà quelques personnes qui se rapprochent. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de hier, un message important et si vous n'étiez pas là hier, eh bien, discutez simplement avec votre voisin, échangez sur les principaux messages à retenir de la première journée de réunion. And there we see a couple of elements coming back. Disruption. Alors, je vois quelques éléments qui reviennent, rupture, motivation, changement important, grand changement nécessaire, changement climatique, créativité, apprendre. Apprendre est vraiment au centre de nos préoccupations par rapport aux activités en matière de changement climatique. Sortir de la salle de classe aussi, c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises hier également. Voilà. Interconnexion aussi, soutien. Voilà, ce sont les thèmes récurrents. Bien. Je vous propose maintenant de passer à notre programme et aux présentations d'aujourd'hui. La première présentation porte sur la programmation en matière de résilience au climat. Alors, j'ai demandé à Claude Croisier de nous rejoindre. Claude Croisier de Enable, qui s'occupe du changement climatique. Oui, mais qu'en est-il des écoles vertes, Claude? Très bonne question.
Bienvenue à cette session intitulée Grénovation dans le domaine de l'éducation. Alors, les tout premiers programmes éducatifs gérés par Enable il y a 20 ans, eh bien, abordaient les questions environnementales de différentes manières. Je me souviens par exemple d'un programme de construction d'écoles au Cambodge où l'éco-conception était utilisée pour construire des écoles pour le ministère de l'Éducation de 2004 à 2010. Et l'idée était d'améliorer le confort d'utilisation sans augmenter la consommation d'énergie. Depuis, toute une série d'aspects environnementaux ont été abordés et l'idée est vraiment d'aborder tout cela de manière très concrète avec les bâtiments, la construction des écoles et puis aussi avec les programmes scolaires, le software. Notre vision soutient le concept de l'approche globale de l'école. C'est notre idéal. Cela vise à promouvoir les interactions de tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation pour garantir une éducation réussie et qualitative pour tous les enfants. L'école est conçue comme étant efficace, responsable, inclusive, stimulante, sûre et respectueuse de l'environnement écologique. Alors, nous faisons appel à toute une série de techniques et de matériaux. Et ce sont vraiment la valorisation des matériaux, en fait, fait partie de nos principes directeurs. Nous allons vous montrer une vitrine de pratiques inspirantes pour rendre les écoles plus écologiques et mieux adaptées au changement climatique, tant par rapport à l'infrastructure qu'au contenu d'apprentissage. Alors, ces pratiques inspirantes, elles viennent de Palestine, d'Ouganda, du Burundi, de la République démocratique du Congo et de Belgique. Alors, je vous donne la parole maintenant pour présenter nos intervenants. Merci beaucoup. Nous aurons, comme vous l'avez dit, 5 présentations assez courtes où vous pourrez mettre en parallèle l'infrastructure et les logiciels, le hardware et le software. C'est vraiment l'idée. Et puis, vous avez vu que nous allons utiliser le mentimètre, eh bien, je vais vous poser une question. Donc, nous allons écouter 5 présentations très courtes. Si vous avez des questions par rapport à ces écoles vertes, indiquez ces questions dans le mentimètre. Je vais suivre le mentimètre de près et vous aurez donc la possibilité de poser les questions et d'y répondre par la suite. Je vous propose de commencer par la première présentation. En principe, il y a plusieurs personnes qui devraient être là. Voilà, ce sont les présentateurs. Je vais commencer par Alexis Tousset, qui travaille en Palestine et qui va nous montrer l'expérience Enable dans la mise sur pied, dans la création, le design d'écoles qui sont résilientes par rapport au climat et respectueuses. Alexis, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Très heureux d'être à vos côtés. Allez-y. Donc, la Palestine, quel est l'exemple que vous allez nous présenter? D'abord, pouvez-vous vous présenter un petit peu? Et puis, voilà, on passera à l'exemple très concret de la Palestine et des écoles. Bonjour, je suis Alexis Doucet, je suis ingénieur, architecte et cela fait 5 ans que je travaille ici pour Enable. Nous avons commencé par la construction d'écoles, puis nous sommes passés à la construction d'écoles vertes et maintenant nous sommes en train de construire des bâtiments verts. Donc voilà, je pense que cela cadre tout à fait avec ces thématiques. Je vais vous présenter notre expérience passée et ce que nous avons prévu pour les 5 prochaines années. Et je présume que vous allez présenter les autres collègues aussi avant que j'en commence cette présentation, parce que c'est une présentation commune.
Oui, effectivement, nous avons Alexis de Palestine et puis nous avons Karine Givik du Burundi. Karine, bienvenue. Donc, vous êtes au Burundi dans le cadre de ce programme Enable. Vous vous occupez surtout de techniques de plaidoyer pour améliorer les techniques du secteur des apprentis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle en particulier? Oui, bon après-midi. Mon nom est Karine Gilvik, je suis architecte et je suis responsable de l'infrastructure de notre programme ici pour Enabel au Burundi. Et je vous présenterai ce que nous faisons pour ce qui est des techniques de formation professionnelle afin d'améliorer les compétences des apprentis du secteur de la construction. Ensuite, je détaillerai également l'application par Enabel de techniques innovantes qui sont dérivées et inspirées du savoir-faire traditionnel et des matériaux locaux ici au Burundi. Merci. Et enfin, pour terminer, Joséphine Nalubega d'Ouganda. Vous allez nous parler de la construction et de la rénovation d'un certain nombre d'établissements d'enseignement et de logement pour étudiants. Joséphine, vous avez la parole. Oui, bonjour. Mon nom est Joséphine Nalubega. Je suis également architecte. Alors, je travaille dans le cadre du Teacher College Project, donc un projet de formation professionnelle. Et je vous montrerai ce que nous avons fait par rapport à un certain nombre d'établissements d'enseignement et de logement. Nous couvrons aussi les matériaux de construction, mais je vais surtout me concentrer sur la partie énergie renouvelable. Merci beaucoup. Donc, ce seront les 3 premières présentations. Il y en aura encore après. Puisque Claude vous l'a dit, nous allons aussi écouter un représentant de la République démocratique du Congo et de Belgique. Mais pour commencer, Alexis. Alexis, vous êtes le premier, si je ne me trompe. Alexis, on ne vous entend pas. Votre micro est éteint. Non, en principe, c'est Karine qui devait commencer. Mais voilà, nous allons commencer par une introduction générale et puis la Palestine. Donc, c'est d'abord Karine. Très bien, allons-y, on peut passer à la présentation. Encore une fois, bon après-midi à tous. Comme vous le savez, Nabel est chargée de la mise en œuvre de programmes de développement dans 14 pays partenaires, c'est-à-dire que nous faisons face à une grande diversité de climats et de cultures. Vous le voyez, beaucoup de pays se situent en Afrique. Merci. Alors, voici ce que nous faisons par rapport à la composante infrastructure dans les 3 pays. Nous concevons des techniques qui optimisent l'environnement, surtout au niveau extérieur, comme on l'a expliqué hier. Et nous encourageons aussi la construction qui promeut la durabilité. Nous utilisons des matériaux adaptés, comme du bambou, du bois conventionnel. Donc, nous travaillons avec toute une série de briques particulières aussi, comme on vous le montrera tout à l'heure. Et nous réduisons l'empreinte carbone de l'infrastructure. Nous travaillons aussi sur des installations solaires, nous améliorons l'efficacité énergétique des cuisines, etc. Et puis, pour ce qui est du mobilier aussi, nous utilisons un mobilier qui peut s'adapter à différents espaces. On peut le bouger, on peut l'utiliser à l'extérieur, etc. Encore une fois, pour profiter vraiment de l'environnement.
Et puis, il y a aussi toutes les technologies, l'Internet, des logiciels d'apprentissage, des iPads configurés, etc. Nous avons aussi mis en place un programme permettant aux étudiants d'avoir accès à ces ordinateurs et à ces iPads pour, encore une fois, favoriser l'apprentissage numérique. Tout cela, bien sûr, il faut l'entretenir. euh, il faut assurer la durabilité de ces équipements, la formation. Là aussi, c'est par la composante infrastructure que l'on met en place ces formations. Et Karine vous expliquera ce qu'on fait au Burundi en utilisant des briques particulières. Et nous le faisons aussi en Ouganda. Nous soutenons des projets et nous travaillons donc sur la composante formation professionnelle. Toute cette formation est pour les étudiants, mais les managers, toutes les personnes impliquées, finalement, vont se former pour pouvoir, par la suite, assurer l'entretien et la maintenance de ces équipements. Pour ce qui est du partage, eh bien, notamment, il y a des publications, du matériel, des vidéos qui sont prises, par exemple, en Palestine. Certains enfants ont participé à des petits films d'animation et tout cela est diffusé sur plusieurs plateformes. Nous travaillons vraiment sur le partage de connaissances, le partage de savoir-faire. Et à chaque étape de toutes ces activités, nous partageons. Nous sommes très proches des utilisateurs. Les enfants aussi participent à l'élaboration, au design. Ils sont tous impliqués dans la formation de ces matières, de ces techniques de construction, etc. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? J'aimerais à mon tour vous présenter quelques principes de base que nous essayons de mettre en œuvre. Premier principe, c'est l'adaptation au climat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution standard, non. À chaque fois, il faut une solution sur mesure, spécifique. Deuxièmement, il faut tirer des enseignements de ce qui existe déjà, c'est-à-dire que l'être humain a construit des bâtiments depuis des milliers d'années, donc différentes techniques ont vu le jour et reposent vraiment sur des savoir-faire traditionnels. Donc, il est parfois plus efficace de démarrer avec un design traditionnel et puis d'essayer de l'adapter à l'époque dans laquelle nous vivons, plutôt que de prendre une solution moderne, technologiquement avancée et de l'adapter au contexte. Voici un exemple d'une malcave traditionnelle que l'on retrouve en Iran et en Égypte, par exemple. Donc, ce sont vraiment des tours de briques qui attrapent le vent pour assurer une ventilation naturelle au sein du bâtiment. Et ce concept a été réinterprété dans le cadre d'un projet par rapport à une école que je vais vous présenter dans quelques instants. Je suis toujours à la dia précédente. Un autre principe, la durabilité et la reproductibilité. Parfois, c'est tentant de concevoir une école verte qui serait la meilleure au monde et puis de communiquer sur cet exemple unique. Mais si vous allez trop loin dans votre innovation, le modèle ne va pas pouvoir être facilement reproduit. Ce sera assez compliqué pour les instances locales vraiment de s'approprier cet exemple. Donc, il faut toujours avoir un bon équilibre dans le côté innovation, entre le côté innovation et la possibilité de reproduire l'innovation ailleurs pour que finalement cette innovation devienne une pratique usuelle. Ensuite, le processus participatif.
nous essayons d'impliquer l'utilisateur final, donc les directeurs d'école, les étudiants, les enseignants. Nous réalisons le design et nous veillons à ce qu'il soit adapté à leurs besoins, mais nous voulons aussi renforcer le sens de propriété de l'infrastructure. Si les différentes parties prenantes s'approprient l'ensemble, son côté pérenne sera assuré. Et enfin, nous utilisons des matériaux locaux et naturels. C'est essentiel pour exercer un effet multiplicateur. La Belgique a déjà construit 40 écoles en Palestine. Nous avons donc accumulé une certaine expérience. Je vais vous montrer ici une de nos écoles les plus récentes et les plus avancées en matière de développement durable. Un des grands défis en Palestine, c'est le changement de température tout au long de l'année. Ce n'est pas la même chose dans les pays tropicaux, mais ici, l'été peut être très chaud et l'hiver très froid. Et en général, en hiver, les étudiants sont emmitouflés dans de gros manteaux, de grosses chaussures, etc., parce qu'il n'y a pas de chauffage. Alors, tout cela va avoir un impact sur la capacité d'étude, sur la concentration de l'élève. Nous avons donc essayé d'améliorer le confort tant des étudiants que des enseignants, tout en minimisant la quantité d'énergie nécessaire, qui est généralement consommée pour le chauffage et le conditionnement d'air. Et on a donc créé tout un système. Vous voyez, il y a des tunnels souterrains donc, qui passent sous l'école et qui apportent de l'air frais dans les différentes classes. Donc, ici, il n'y a que quelques classes, mais vous voyez donc que chaque classe est connectée à un tunnel sous le sol. Et il y a donc un système de préchauffage par la température du sol en hiver et en été, c'est le contraire. Les classes sont naturellement rafraîchies par cet air extérieur. Ensuite, il y a extraction de l'air en s'inspirant de l'architecture traditionnelle des Malcaf que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est un système vraiment de ventilation naturelle et de conditionnement d'air tout à fait naturel. En vert, vous voyez le système qui est actionné directement par les étudiants et par les enseignants en fonction de leurs besoins. Et puis, l'école répond aussi à d'autres critères. Il y a des stores pour protéger du soleil et toutes différentes techniques permettant de chauffer en hiver. Mais ce qui est essentiel, c'est vraiment ce sens d'appropriation. Les étudiants se sentent vraiment impliqués et participent de manière active tout au long de l'année à la manipulation de tout ce système, et ce qui les rend aussi plus conscients de l'environnement et plus sensibles. Nous avons maintenant un nouveau portefeuille de coopération en Palestine. Nous allons poursuivre nos activités. Nous allons construire 3 écoles correspondant aux normes passives. Je pense que ce sont des normes qui sont vraiment bien connues à Bruxelles. Mais je dirais que c'est une toute nouvelle idée pour la Palestine, le fait d'imaginer que les écoles seraient chauffées par les étudiants eux-mêmes, tout simplement grâce à une très bonne enveloppe du bâtiment. Autre point
sur lequel nous travaillons, la certification du bâtiment. La certification environnementale du bâtiment peut déboucher sur une conscientisation accrue. De plus en plus de personnes seront vraiment conscientisées à ces nouveaux modes de construction et cela permet vraiment de disséminer ces différentes conceptions. Notre objectif est vraiment d'asseoir ces pratiques de construction dans le pays sur le long terme et nous voulons améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants. Donc, il y a plus de 2000 écoles en Palestine qui vont devoir passer par ce genre de transformation. Et puis, pour terminer, Alexis, c'est un petit message également que j'adresse à tous les orateurs. Essayez peut-être d'être un petit peu plus concis. Voilà, la présentation sur la Palestine prend pas mal de temps, ce qui est certes très intéressant, mais nous aimerions également donner la parole aux orateurs et oratrices suivantes. Mais voilà, alors j'ai fini. Alors puisque c'est comme ça, j'ai fini. Alors là, c'était très court. Bien, merci beaucoup. Je peux prendre la parole? Merci beaucoup. Alexis, le contexte en Afrique de l'Est, c'est que le taux de croissance démographique est un des plus élevés au monde, et c'est le cas ici au Burundi. Cette explosion démographique applique une pression énorme sur les infrastructures, sur les capacités des centres et des écoles de formation et les autres institutions d'apprentissage et d'enseignement supérieur. Ce qui signifie qu'il faut être très prudent lorsque l'on travaille avec des matériaux tels que le ciment, par exemple, et lorsque nous voulons aborder leur empreinte environnementale. Dans chaque projet de construction soutenu par Enabel au Burundi, nous voyons que le choix des matériaux de construction est dicté par ce qui est disponible au niveau local et par ce qui est également rentable et économique. Nous avons l'argile qui est présent dans la région des Grands Lacs. Au Burundi, il y a énormément de producteurs de ce que nous avons appelé les briques modernes. Par exemple, dans la région de Bujumbura, nous savons que cette capacité doit encore être renforcée. L'avantage de ces briques modernes, c'est qu'elles sont construites dans des fours à faible consommation énergétique en utilisant des copeaux de bois. Ces briques modernes réduisent également la dépendance sur les matériaux de construction importés. On peut les utiliser dans des murs porteurs et de nouveau, on n'a pas besoin d'être dépendant des matériaux, de l'importation des matériaux de construction. Nous savons que cela permet également d'améliorer les caractéristiques à la fois acoustiques et thermiques. Écran suivant, s'il vous plaît. Dans notre programme ici au Burundi, Enabel a développé des programmes d'apprentissage pour renforcer les compétences dans le domaine de la construction grâce à une formation sur le terrain. La mise en place de ces techniques pendant les stages et la formation permet aux maçons d'acquérir de nouvelles compétences. Le secteur de la construction est actuellement un des secteurs économiques les plus prometteurs qui reste encore au Burundi. C'est la raison pour laquelle l'acquisition de cet ensemble de compétences supplémentaires et le fait d'avoir accès à ces matériaux locaux renforce la création d'emplois de qualité au Burundi, mais également dans la région. Page suivante, s'il vous plaît. 30 secondes, il reste 30 secondes. L'utilisation de ces briques modernes dans la chaîne de valeur de l'argile dans les écoles est bel et bien la preuve d'une infrastructure qui respecte l'environnement. Cela crée des environnements qui facilitent un apprentissage.
Nous voyons que nous avons des infrastructures qui sont adaptées également au changement climatique et cela permet vraiment de faciliter l'apprentissage. Nous avons une réinterprétation moderne de méthodes traditionnelles et de l'utilisation de matériaux traditionnels. L'aspect durabilité, la réduction des coûts d'entretien et de construction. L'utilisation de ces matériaux locaux va avoir un impact positif sur l'économie locale. Les différents programmes qui sont menés à bien ont permis de contribuer à l'amélioration de l'économie. Comme vous le voyez ici, la construction de 3 bibliothèques. Page suivante, s'il vous plaît. Joséphine. Merci beaucoup. Karine. Nous allons maintenant vous présenter d'autres exemples de l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, l'utilisation de bambou. Nous avons la possibilité de construire des abris, par exemple, en bambou. Ici, à l'écran, vous voyez la photo du hall d'entrée de ce porche soutenu par des poteaux en bambou plutôt que d'avoir des poteaux en ciment. Page suivante, s'il vous plaît. Écran suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans les institutions d'enseignement, nous avons des classes, mais nous avons également des logements, d'où une demande en électricité, en chauffage, avoir la possibilité également d'utiliser de l'eau et de cuisiner. Les écoles utilisaient du bois, donc ils abattaient des arbres. Ils s'étaient intéressés évidemment par le chauffage. Ils ont rencontré également des problèmes d'approvisionnement en eau. Des technologies efficaces sont utilisées pour ne pas avoir utilisé trop de ressources. Ce qui est intéressant de dire, c'est que nous avons à couper beaucoup moins d'arbres. Nous essayons de valoriser les ressources locales, le biogaz, les briquettes, par exemple. Nous pouvons utiliser le biogaz pour la cuisine. Nous utilisons ces matériaux également pour la construction des tables et d'abris pour les animaux. Nous offrons les équipements nécessaires et les différents matériaux nécessaires. Donc, cela permet également la génération de revenus. Nous avons maintenant une utilisation du charbon nettement moindre et puis nous avons également à couper beaucoup moins d'arbres. Page suivante, s'il vous plaît. La valorisation et l'utilisation de l'énergie solaire maintenant pour l'électricité et le chauffage. C'est un exemple valable dans les 3 pays, l'Ouganda, la Palestine et le Burundi. Dans 63 écoles construites par la Belgique en Palestine, par exemple, cela permet de couvrir tous les besoins en électricité. Mais en Ouganda également, nous avons également la possibilité de chauffer l'eau grâce à l'énergie solaire. Le soleil vraiment est bien utilisé maintenant, ce qui nous permet de réduire les coûts que les écoles et les collèges doivent payer. Page suivante, s'il vous plaît. La suivante encore. L'utilisation de l'énergie solaire, je le disais, nous utilisons le soleil pour chauffer l'eau grâce à des pompes à chaleur, mais également pour pomper l'eau du sol. Les collèges bénéficient ainsi de ces installations, de ces pompes à chaleur. Nous, en Ouganda, nous sommes confrontés à un problème d'électricité irrégulière. Et donc, grâce à cela, eh bien, grâce à l'utilisation de l'énergie solaire, cela le permet d'avoir de l'électricité de façon constante. Est-ce que l'on peut avoir la page précédente, s'il vous plaît? La précédente, oui. Voilà.
Nous récupérons également l'eau de pluie sur tous ces sites. C'est de l'eau qui est utilisée pour le nettoyage, essentiellement. Donc, cela nous permet de ne pas avoir recours à l'eau de distribution du réseau officiel. Nous avons donc l'utilisation de ces pompes et on arrive vraiment à minimiser l'utilisation de l'eau en récupérant ces eaux de pluie, en travaillant sur la conscientisation également. Nous essayons vraiment d'ouvrir les yeux des enfants en leur disant qu'il est important d'économiser l'eau. Voilà, vous avez là ce système, vous l'avez vu à Jérusalem avec ce système d'eau souterraine. Page suivante, s'il vous plaît. Comme je le disais, nous partageons énormément. Nous avons organisé une conférence sur la conception liée à la réaction que l'on peut apporter au climat et cette réunion, ce séminaire a débouché sur un manifeste abordant la façon de construire les différentes écoles dans le respect de l'environnement. Cela permet ainsi de recueillir des idées, de partager des idées, parce qu'il est toujours possible de construire des bâtiments dans un plus grand respect de l'environnement. Nous nous tournons vers les étudiants universitaires en architecture, les ingénieurs également. Donc, je dirais que de plus en plus, nous voyons que ces pratiques sont vraiment bien ancrées dans le secteur de la construction. On pense de plus en plus au respect de l'environnement. Page suivante. Et la suivante encore. Je pense que c'est la dernière, effectivement. Eh bien, voilà, vous avez ici l'exemple d'un de ces abris qui a été construit grâce à l'utilisation de bambou, un matériau qui respecte l'environnement et qui fait partie de notre environnement local. Très bien, merci beaucoup à vous, Alexis, Karine et Joséphine, pour cet aperçu des activités réalisées en Palestine, en Ouganda et au Burundi. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions posées sur le mentimètre, des questions très intéressantes qui sont déjà posées. Combien de tonnes de carbone pourraient être économisées si nous construisions des écoles semblables partout aux quatre coins de la planète? Alors, je sais qu'il y a des architectes et des ingénieurs parmi nous. Je vais peut-être vous donner le temps de la présentation suivante pour que vous puissiez calculer le nombre de tonnes de carbone économisées. Et puis ensuite, comment transposer ces pratiques au reste de l'Afrique? Est-ce que c'est vraiment possible? Comment pourrait-on faire? Nous reviendrons vers vous afin de voir combien de tonnes de carbone pourraient être économisées. Une estimation à la louche, évidemment, mais je pense que ce serait quand même intéressant d'avoir une idée du chiffre. Sur ce, nous avançons. Nous sommes déjà un petit peu en retard. Vous allez faire la présentation en français, non? Oui, voilà. Donc, je vais vous introduire en français. Denabel aussi. Oui, je me perds dans mes notes. Bon. Voilà. Oui, vous allez nous présenter comment développer, en tout cas en Belgique, comment développer les attitudes, les compétences des jeunes pour pouvoir, en lien avec l'action climatique, en lien avec l'éducation. Donc, les deux, marier les deux, comment le faire pour que les jeunes puissent découvrir ça, ou en tout cas pour qu'ils soient mieux équipés pour pouvoir être, comme on en a parlé hier avec les enseignants, d'être aussi un peu des change agents. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Donc voilà, donc moi je suis, bonjour tout le monde, moi je suis Ilse Roels. Pardon, le microphone. Oui, normal, je peux laisser là. Ah, ok, d'accord, très bien. Ça va? Non, comme ça.
On me fait signe que… OK. Voilà. Donc, je suis Ilse Roels, je suis coordinatrice pédagogique du programme fédéral de l'éducation à la citoyenneté mondiale en Belgique. C'est un programme implémenté par Enabel. Et donc, le programme vient de changer de nom, il s'appelle Big Global. Donc, c'est anciennement Annoncer la couleur et Kreut, bien connu pour plusieurs personnes, je crois. Donc voilà, le programme, donc Big Global, c'est un laboratoire d'idées et des pratiques en éducation en citoyenneté mondiale, abrégé ECM. Et donc il y a bien évidemment beaucoup de liens entre l'éducation à la citoyenneté mondiale et l'éducation au développement durable qui se rencontrent en milieu scolaire et qui se renforcent mutuellement. Et donc c'est là que dès le programme, on va mettre en lumière, dès notre programme en éducation à la citoyenneté mondiale, on va mettre en lumière des liens qu'on fait avec des actions au niveau de développement durable et climat. OK, donc en partant de notre mission et donc on va mettre le lien, on va faire le lien donc en partant aussi de notre travail, ce qu'on fait. Et donc tout d'abord, l'éducation à la citoyenneté mondiale pour nous, c'est développer en fait une conscience globale et donc une pensée critique pour que, dans notre cas, les jeunes, donc ils puissent avoir des pistes pour l'engagement, donc pour s'engager au niveau individuel et collectif. Et donc pour s'engager en fait pour un monde solidaire, un monde durable, un monde inclusif. Et donc par rapport à nos différents axes d'intervention, rapidement, donc par rapport aux formations, donc nos formations pour des profs, des futurs profs et des équipes pédagogiques. Donc nous partons du climat pour comprendre les interdépendances mondiales et aussi le développement d'une pensée critique, et donc qui est très important pour pouvoir agir. Et donc, pour nos formations, par exemple, en enseignement professionnel, on a des modules en lien avec l'énergie renouvelable, aussi la consommation durable, par exemple. Donc, ça, c'est pour les formations. Après, nous avons aussi un outil très intéressant. Nous avons un répertoire en ligne avec plus de 700 ressources pédagogiques en lien avec l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc, dans le moteur de recherche, il y a aussi les mots-clés développement durable, climat. Et donc, il y a pas mal d'outils qui sont téléchargeables. Il y a aussi des vidéos, des jeux vidéo. Et donc, comme j'en ai mis quelques-uns sur l'exemple, par exemple, la fresque du climat, il y a le jeu vidéo Novatera, et puis il y a aussi des dossiers pédagogiques, par exemple, sur l'exploitation minière. Donc, ça, c'est… Ouais. Donc, après, un troisième axe, c'est l'expertise. Donc, où nous avons, nous facilitons des études, des recherches, aussi des échanges avec le secteur et des publications qui sont écrites. Donc là, on a par exemple un exemple d'un article où on met les liens justement entre l'éducation en citoyenneté mondiale et l'éducation en développement durable. Donc, quatrièmement, l'engagement, qui est l'engagement des jeunes, qui est un nouveau axe d'intervention, parce que nous avons dit que c'est vraiment important de donner aussi des pistes, des opportunités aux jeunes de s'engager. Et donc, nous avons des projets pilotes pour explorer cela. Et donc là, nous avons actuellement un projet qui est en cours, qui est dirigé par des jeunes au niveau international unique, et donc qui s'appelle Alarm Cards for Action. Et donc, où des jeunes dans le monde entier, ils peuvent prendre des photos des impacts visibles du changement, du réchauffement climatique. Et donc, ils seront envoyés aux décideurs politiques donc, en préparation de la COP27. Et donc, finalement, pour boucler le cercle, en fait, avec toutes ces expériences viennent nourrir, en fait, le travail de plaidoyer. Et donc, notre programme a aussi participé, en fait, à la réforme de l'enseignement en Belgique,
où on a travaillé sur, il y avait l'élaboration en fait des références, des référentiels de compétences. Et donc là, en fait, le réchauffement climatique, l'éducation au développement durable et l'éducation à la citoyenneté mondiale font partie intégrante de ces référentiels, et ça depuis l'enseignement fondamental jusqu'au secondaire. Et donc là, juste pour vous dire, voilà, il y a c'est sûr qu'il y a des liens, en fait, et une grande convergence entre ces deux éducations, qu'il y a des défis communs avec une approche holistique, de plus en plus holistique à cause des sociétés qui changent, et aussi avec la pédagogie active, et aussi où il est important, la pensée critique est très important. Et donc, il y a des opportunités communes, notamment pour un plaidoyer. Donc, les deux éducations se renforcent, et donc, il y a des grandes opportunités donc, pour faire vraiment un plaidoyer commun au niveau national, régional, international. Et donc, pour clôturer, je vais vous montrer une vidéo d'une école que le programme a accompagnée dans le cadre du réseau d'écoles UNESCO. Et donc, cette école a aussi le label de EcoSchool. Donc, voilà. Merci. Alors, j'ai pris des petites épuisettes avec. Donc, on va faire un petit nettoyage de la mare. On va un peu se partager. D'accord? Dali, laisse-moi passer. Je vais ouvrir parce qu'elle n'est pas évidente. Attention là-dessus. Nous sommes une école labellisée EcoSchool déjà depuis 4 ans. Donc, l'environnement, c'est déjà un point qu'on travaille depuis plusieurs années. Donc, chaque classe a sa petite mission. On a des classes qui s'occupent de la récolte des piles. On a des classes qui s'occupent du poulailler, des classes du verger. Si vous venez voir, il y avait une petite bête dans l'eau. Prendre soin de la nature, parce que par exemple les arbres, c'est eux qui nous donnent de l'oxygène. Et sinon les abeilles, elles peuvent pas survivre sans les fleurs. Ça fait 1 an qu'on est 100% zéro déchet. On essaye, c'est pas toujours évident parce que il y a des élèves pour qui c'est pas comme ça à la maison, donc ils doivent aussi pouvoir s'adapter ou alors trouver des astuces. Ici à l'école, on essaye de prendre que des gourdes, pas des bouteilles en plastique. Surtout apporter des fruits ou alors des biscuits, mais des biscuits achetés en vrac. Qu'est-ce qu'on va faire de spécial? On va faire Halloween. Voilà, on va fêter Halloween. Donc je me suis dit, je vais préparer une petite crêpe faite maison, zéro déchet, comme on fait d'habitude à l'école, sauf que pour une fois, c'est moi qui l'ai fait. En fait, à la base, on avait commencé avec ça pour sensibiliser les enfants à la planète, au milieu, à la nature. Et au fur et à mesure, ils se sont vraiment rendus compte de l'impact que ça donne sur le milieu. Le développement durable, ça fait partie d'un des piliers de l'UNESCO qui essaye de défendre plusieurs choses. Enfin, il y a de l'éducation à la paix, l'ouverture sur le monde, l'interculturalité, mais aussi évidemment le développement durable. Le fait de pouvoir intégrer l'UNESCO, d'être école associée, ça permet aussi d'ouvrir un peu le champ et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans une école, pour pouvoir changer les choses. On apprend plein de choses, on apprend comment les autres écoles travaillent, on peut s'inspirer de leurs projets, de leurs idées, pour ensuite mettre des choses en place dans notre école. Et comme ça, on avance tous ensemble. En fait.
c'est pas je vais couper les moments où il y a des blancs ou des moments où vous vous trompez, que vous vous rectifiez vous-même, d'accord? Alors à mon top, je compte sur vous. On écoute seulement ceux qui ont la parole. Ça va? Top. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis actuellement à l'école Parc Malou Robert Mistrio et nous allons parler de croque local. Qu'est-ce que c'est croque local? C'est une journée où toute l'école amène un fruit de saison qui vient de ce pays ou de leur jardin. Les élèves travaillent pour un projet radio. Donc l'idée, c'est de partager aux autres écoles, faire une espèce de petit podcast pour expliquer les 5 challenges qu'on travaille à l'école chaque année avec des thèmes qui sont liés à l'environnement. On fait le challenge gros pull. C'est quoi gros pull? Gros pull consiste à baisser le chauffage de 1 degré et mettre un gros pull pour l'environnement. Merci, au revoir, à la prochaine. Ce joli film qu'on vient de voir, cette éco-citoyenneté que vous essayez de promouvoir, comment faire le lien avec le côté plus hardware, comme Claude l'a annoncé au début, donc ce qu'on a vu du côté donc de la Palestine, du Burundi, l'Ouganda. Comment faire le lien avec ce côté-ci? Est-ce que vous avez une idée? Oui, en fait. Le micro, oui, parce que c'est pour les gens en ligne, autrement ils ne vous entendent pas. Oui, bien sûr, il y a aussi, par exemple, des équipes, des partenaires qui travaillent aussi sur des bilans énergétiques dans les écoles, qui vont aller voir comment on peut avoir une meilleure efficience au niveau énergétique, qu'est-ce que peuvent faire les élèves, qu'est-ce qui peut être fait aussi au niveau des écoles, des directions, au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau de la gestion. Donc, voilà. D'accord. Donc, il y a aussi ce côté, oui, en fait, la reconception des écoles se fait autant par ce côté-ci, qui est beaucoup plus soft, en fait, que par le côté hardware. Mais donc, ce sont surtout des partenaires qui travaillent en éducation et développement durable, qui travaillent aussi sur le label EcoSchool. Mais donc, les deux éducations se rejoignent. Donc, nous, en éducation à la citoyenneté mondiale, on travaille aussi surtout sur l'inclusion, aussi sur justice climatique, et donc tout se rejoint. Donc, on est en partenariat par rapport à tous ces types d'actions. L'approche holistique pour les écoles vertes. Merci beaucoup, Ilse. Merci. Et entre-temps, vous pouvez poser vos questions aussi par le Mentimeter, il est encore là. On avait un petit souci avec le Congo pour qu'il puisse être en ligne, et ils sont en ligne maintenant, apparemment. Donc, on a Texaf Bilembo qui est là avec 4 personnes derrière un ordinateur, derrière un écran. On voit déjà deux des 4 personnes sont visibles. Voilà, oui, il faut vous rapprocher. Voilà. On a Chantal Tombou, on a Alexis Huard, Christine Dessel et Nadine Gueleta, si je ne me trompe pas. Et bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, on ne vous entend pas encore. Apparemment, vous êtes encore sur muet. Bonjour. Voilà, vous nous entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Chantal, Alain, Christine et Nadine. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Texaf Bilembo, vous êtes un des partenaires d'Enabel en RDC et vous œuvrez surtout pour la sensibilisation environnementale et culturelle, si je ne m'abuse. Vous aviez préparé un film, il me semble, de quelques minutes. On va lancer par le film. C'est ça? C'est parfait, tout à fait. OK. Le Congo, si on le regarde sur la carte de l'Afrique, c'est une grande tache verte. Cette tache verte, elle correspond à de la forêt. En termes de réserve, elle est la 2e réserve forestière au monde. Autrement dit, c'est l'un des poumons les plus importants de la planète. Et elle va être source de vie pour les populations.
Depuis 2010, le taux de déforestation en RD Congo a triplé. Une simulation réalisée par les chercheurs de l'Université du Maryland affirme que, sans réaction, la forêt congolaise aura disparu en 2100, soit dans 3 générations. Cette forêt, elle est grignotée par une démographie qui augmente de plus en plus. Perdre la forêt, cela signifie pour l'homme une baisse des pluies, un faible rendement agricole et assurément la famine en RDC. Modifier les comportements destructeurs, changer les regards sur la forêt et ses habitants est devenu urgent. Et donc, il faut conscientiser la population de l'urgence de la protéger. Pour protéger la forêt, on doit la connaître. Et justement, ces projets, c'est pour d'abord sensibiliser et donner la connaissance aux enfants de savoir qu'est-ce qui est important dans la forêt et pourquoi c'est important. SOS Planète Congo, c'est un projet de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour protéger la forêt et conscientiser la population congolaise. Donc le but, c'est de toucher un maximum de personnes et de commencer par les enfants. Pour porter un message qui est urgentissime, on a créé plusieurs outils de communication, un livre de 4 contes, une série d'ateliers pour les élèves, des activités dans les écoles, des jeux, une exposition itinérante. La déforestation anarchique, l'agriculture itinérante sur brûlis, les feux et également le braconnage sont les grands fléaux qui menacent la forêt. SOS Planète Congo, c'est justement attirer l'attention sur ces 4 grands fléaux avec 4 contes, les contes de Dame la Lune et de la forêt, et vont proposer des solutions. Parce que c'est facile de montrer du doigt, mais il faut aussi proposer des solutions. Et ces solutions, elles existent. Elles sont pratiquées par des Congolais dans leur province. Et nous avons simplement repris cela, mais l'avons façonné pour que les contes soient amusants et chaque conte a sa morale. Les contes nous ont paru le modèle le plus facile. Pourquoi? Parce que c'est dans la tradition orale, ce sont des héros animaliers, c'est assez facile de pouvoir s'intéresser à l'intrigue. Alors, à la fin de chaque conte, il y a des quiz. Ces quiz, ce sont des jeux, des questions-réponses. Et ils ont été traduits sous forme de cartes. Alors là, on s'est rendu compte que les enfants adoraient jouer avec ça. Parce qu'en fait, au Congo, il y a peu d'outils pédagogiques. Et dès qu'il y a un outil, eh bien, les enfants les prennent. Et ils sont ravis. Alors, comment les amener à une plus grande conscience de cette nature qui est en danger? Eh bien, ça a été le challenge à Texas Vilembo d'inventer 4 ateliers. Ces 4 ateliers ont d'abord comme ossature principale l'identité culturelle. D'où est-ce que je viens? Comment sont faites mes racines? Quel était le rapport des ancêtres à leurs animaux, à leur nature? Et là, on se rend compte qu'il y avait une conception tellement différente et respectueuse. Aux temps anciens ici au Congo, nos arrière-grands-parents avaient instauré un système où il était interdit, par exemple, pendant la période de reproduction des animaux, d'aller faire pression dans la forêt. Lors des ateliers, on sensibilise les enfants à lire la nature. Et c'est vrai que quand tu poses à un enfant qui plante la forêt, ils ne savent pas. Comment ces animaux qui sont le bonobo, le chimpanzé, les éléphants sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ce sont les jardiniers, les architectes de la forêt. Parce que ces animaux-là mangent des crânes et à leur tour, ils vont aller disperser ça et ça va devenir des arbres. C'est les animaux qui plantent la forêt. Donc c'est important de protéger les animaux pour que la forêt continue. Durant les ateliers, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que le braconnage, c'était pas bien et qu'il y avait une loi qui l'interdisait, c'était la CITES. J'ai appris qu'il y a des petits foyers écologiques avec lesquels on peut préparer, qui sont mieux au lieu d'abattre les arbres. Et qu'à chaque fois que j'avais besoin de couper un arbre, je devais à chaque fois replanter l'arbre pour ne pas détruire la biodiversité. Aujourd'hui, les élèves ont fait une restitution des ateliers qu'ils avaient. Donc, elles devaient faire une mise en scène. Elles avaient coupé des branches et tout ça. Et après, on avait déraciné un arbre pour pouvoir le mettre sur scène. Alors, ça a été le grand scandale en disant « Mais non, on ne pouvait pas déraciner cet arbre !» Donc, alors, on a remis l'arbre dans le pot parce qu'effectivement, on ne pouvait pas déraciner l'arbre. Donc, ça a eu, on va dire, un impact très positif parce qu'effectivement, même pour faire du théâtre, on ne déracine pas les arbres. Donc, je pense que ça peut être un petit exemple de l'impact que les enfants ont reçu de ces ateliers. C'est un projet de l'espoir. Ça vient comme une solution, en fait.
une solution à ce que nous avons manqué. Dans nos écoles congolaises, c'est vraiment des matières qui ne sont pas forcément abordées. Au niveau des qualités de ce projet, ce que j'ai dénoté, c'est la transversalité. On va vraiment dans toutes les disciplines, etc., qui vont les accompagner dans leur formation. Quand vous avez un support tel que celui-là, je pense que c'est un atout pour les instituteurs aussi congolais. Parce que 100% du contenu de ces livres, je peux dire c'est congolais. Est-ce que l'activité est complémentaire par rapport au système scolaire national? Il est tout à fait complémentaire et je pense que les deux s'imbriquent parfaitement. Et là, ce qui est très chouette, c'est que les professeurs qui, parfois, n'ont pas envie de s'approprier un nouvel outil, nous ont tous dit qu'ils voulaient travailler avec nous. Et ils sont venus chercher les comptes et ils ont fait des restitutions. La suite, c'est la distribution du livre, bien sûr, parce que c'est important que les enfants reçoivent ce livre, notamment lorsqu'ils ont 12 ans. C'est vraiment quelque chose qui est du Congo, avec tout ce qui se rapporte au Congo. Le fait que l'enfant ait maintenant le livre et qu'elle rentre à la maison permet aussi que le livre soit objet d'attention familiale. Le message, c'est ce qui doit passer. C'est la petite flamme que tout le monde va se passer. Les élèves en parlent dans leur cours. Les enfants parlent entre elles, à leurs sœurs des classes supérieures, à leurs sœurs des classes inférieures. Le message est allé très loin. Nous, on croyait que c'est au niveau des écoles. Et les enfants ont répercuté le message même au niveau de la famille. Un parent vient à Bilembo parce que son enfant était venu et que l'enfant lui a expliqué l'enjeu. C'est déjà un bon résultat. Et c'est comme ça que je crois que partout, on va allumer ce feu de la connaissance et de la protection de la forêt qui va se traduire en actions pratiques. Parce que tous nos ateliers de Texas Bilembo, ils s'ancrent dans le pratique. Je pense que c'est important d'investir sur des projets pareils parce que les enfants tout petits apprennent des grandes choses. Ça crée au final toute une ambiance positive autour d'un livre, une implication des parents. Je pense que c'est important effectivement de transmettre ça à des enfants et en plus c'est transmis effectivement par des experts au niveau formation ou des experts qui sont dans le secteur, qui sont confrontés au quotidien aux différentes problématiques issues de l'équilibre de la biodiversité. Et cet outil, il est indispensable de pouvoir l'assurer de manière efficace à grande échelle. Si on voudrait améliorer notre monde ici au Congo, il faudrait plus utiliser des choses écologiques, ne pas tuer les animaux en abus. Que les hommes arrêtent de couper les arbres parce que les hommes découpent les arbres chaque jour. Ne pas jeter les ordures n'importe où. Quand on cultive, il faudrait après replanter. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était un pays formidable avec autant de possibilités, autant de diversité. Et je pense que ça les rend fiers de leur pays. Ça, c'est capital. Si jamais on prend des choses en main, on a vraiment de l'espoir pour le Congo parce qu'il faut juste assez d'intelligence. Comme mon père me dit toujours, pour faire quelque chose, il faut d'abord le vouloir et puis le faire. Voilà la vidéo du projet que vous avez présenté. Est-ce que il me semble que vous vouliez ajouter encore quelque chose, quelques mots sur ce projet qui a déjà bien été élaboré dans ce film. Et je vois qu'il y a une 5e personne qui nous a rejointe. Bonjour. Voilà. Que pensez-vous de la multiplicité des outils qui sont mis en place dans ce projet? Est-ce que vous pensez que cela peut vraiment aider à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et culturels en RDC? Oui. C'est une question que vous vous posez vous-même, j'imagine, ou que vous nous demandez à nous est-ce que c'est la nécessité, est-ce que ça donc si je l'ai bien comprise, la question c'est si elle on a du mal un peu avec le lien, avec le donc si ces outils elles amènent
Non, là, j'ai perdu le fil. Un résultat efficace. Donc, voilà, je pense que quand on voit le film, il y a déjà de l'émotion parce qu'on se rend compte de la sincérité des élèves et de l'ouverture que cela leur permet de travailler les 5 sens. Et ensuite, mais maintenant, il y a un public qui vient de voir ce film. Est-ce que l'approche pédagogique, avec cette transversalité des outils qui sont mis en place, a convaincu le public? Ah, est-ce que ce film a convaincu le public? Voilà. Voilà. Alors, je demande, est-ce que ce film vous a convaincu? Je demande pour les gens dans la salle. Oui, la plupart des gens sont convaincus. Les autres personnes en ligne, je ne peux pas savoir. J'aimerais juste savoir une personne qui voudrait juste réagir là-dessus. Qu'est-ce qui est convaincant dans ce que de ce que vous venez de voir? Il y a une ou deux personnes, je vais juste demander quelqu'un. Qui aimerait? Ouh là là, on a un public très... Sauf, voilà. Ne soyez pas timide, nous sommes 100 pour avoir vaincu. J'aurais aimé que ce soit Sophie Waterken ici, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui intervienne, parce que c'est vrai que je suis vraiment convaincue et que j'ai été voir sur place aussi à Text Available tout ce qui se fait, voilà. Et je vais répéter, je crois que Chantal le sait, mais comme pédagogue, je crois que l'approche compte et l'approche qui appelle aussi à l'émotion, qui appelle aux 5 sens, comme dit Chantal, c'est très important pour convaincre ou faire que les enfants, plus que les professeurs aussi, acteurs de changement et qu'il y ait réellement un changement dans la perception du monde qu'on doit protéger. Et se basant, je trouve que Text Available est aussi, on l'a vu dans le film, est très intéressant parce qu'il s'appuie sur l'identité culturelle, même différente par province, et sur les valeurs ancestrales présentes au Congo pour réveiller justement cet aspect d'attention au climat. Voilà. D'accord, merci. Donc, oui. Donc, l'identité culturelle voilà. Oui. Je vais demander encore une personne ici. Qu'est-ce qui vous a convaincu? En fait, est-ce que je peux parler en anglais ou... Oui, allez-y. Mais est-ce que je peux aussi poser une question un peu plus controversielle, comment dire? Oui, Parce que peut-être justement comme Finlandais, hein, pas représentant d'une organisation, mais il y a toujours des pouvoirs aussi contre la protection de la nature, c'est-à-dire la valeur économique de forêt. Donc, est-ce qu'il y a aussi une discussion sur cette dimension oui, donc linked to this project? So voilà. Is there a discussion? Donc, de quelle manière est-ce qu'on implique aussi la valeur économique dans le projet? Quel est votre souci dans ce... De quoi avez-vous... Pourquoi vous posez cette question? Yeah, maybe the concern is to give the children also really a macroeconomic perspective of... L'idée est de donner aux enfants une approche macroéconomique de la forêt. Et au niveau politique, il y aura toujours cette discussion qu'on peut utiliser la forêt à des fins économiques, et puis il y a l'approche environnementale, etc. Et je suis très séduite aussi par la façon dont vous en avez appelé aux différents sens. Oui, bien sûr, il y a cette historique, il y a un peu cette identité par rapport à la forêt, mais la conserver est bien plus complexe parce qu'il y a aussi un côté économique, macroéconomique, il y a aussi donc d'autres enjeux qui jouent. Comment est-ce que vous sensibilisez les élèves avec ce côté-ci? Eh bien, en RDC, par rapport à l'Amazonie et par rapport à l'Asie du Sud-Est, Sumatra, Bornéo, la déforestation est liée à 90%, 90% par les activités des paysans eux-mêmes. Et donc, en fait, on n'est pas dans un pays ici avec des sociétés multinationales qui exercent une pression terrible sur la forêt. On est plutôt sur des solutions locales à mettre en œuvre avec la population. Et donc, du coup, on va sensibiliser les enfants à des choses concrètes qui leur permettent de sédentariser l'agriculture pour ne pas brûler la forêt. On va apprendre aux élèves à installer des pépinières proches des écoles pour aller reboiser des espaces qui ont été déboisés. Donc, en fait, les élèves sont mis en phase directe avec les aspects qui sont purement économiques
liées à la forêt. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils le vivent ici, compte tenu du fait que la RDC est vraiment un pays où ce sont les populations elles-mêmes qui sont en interaction économique avec cette forêt. Et donc, du coup, les élèves vont aborder des filières sur le cacao, le palmier, l'EVA et le café pour apprendre les modèles agricoles sédentarisés qui peuvent se développer à proximité des forêts et qui les sauvegardent. Ces matières font partie des ateliers qui sont proposés aux enfants. D'accord, très bien. C'est clair. Oui, la dame qui vient de poser la question, elle lève son pouce. Juste une question, quel résultat voyez-vous maintenant en ce moment avec ces élèves? Que se passe-t-il dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir? Le résultat, il est vraiment satisfaisant parce que les enfants apprennent et à leur tour, ils comprennent qu'ils doivent vraiment protéger la forêt. Et on a essayé de mettre beaucoup de choses où les enfants vont peut-être apprendre parce que dans l'environnement, il y aura des métiers faire qui vont devoir, où les enfants vont devoir aussi pratiquer. Par exemple, le boussolier, par exemple, dans la transformation, donc plein de choses. Donc, les enfants apprennent pour aussi, à leur tour, qu'ils arrivent aussi à s'orienter un peu par rapport à l'environnement. D'accord, d'accord. Et ces débouchés existent aussi déjà pour ces enfants? Donc, au niveau travail? C'est des enfants de 10 à 12 ans, mais peut-être à la longue. Oui, d'accord, d'accord. Donc, pour ça, c'est un encore un métier. travail, voilà, un résultat dont vous verrez un résultat qui sera visible d'ici quelques années. Dernière question, on parle beaucoup ici d'écoles vertes. Vous êtes vraiment axé à nouveau comme Ilse sur le côté software, en fait. Quand on parle de bâtiments, quand on parle, vous n'avez probablement pas vu la présentation qui a eu lieu au début. Là, on a parlé beaucoup des bâtiments, comment les construire de manière verte. Comment est-ce que vous faites ça, ou de manière durable? Comment est-ce que vous faites ça dans ce projet-ci? Est-ce que vous avez aussi quelque chose qui prend ce côté bâtiment en compte? On vous a vu beaucoup dehors, mais aussi dans les salles de classe. Comment est-ce que vous avez un côté qui gère ça, ou en tout cas qui prend ça en compte, ce Non, côté-ci? les contextes sont très différents. Déjà, l'approche didactique au niveau de l'environnement et de la culture, elle est très peu présente dans les écoles. Donc, nous travaillons avec les élèves, principalement en France de 6e primaire. Nous travaillons également avec les professeurs pour changer les mentalités ici auprès des professeurs. Il y a un kit pédagogique qui permet à l'école de pouvoir exploiter cela de la manière la plus équitable possible. Et on travaille également avec des quatrièmes secondaires, 4e ou 5e secondaires. Pas avec les réseaux, parce que les réseaux ont trop de choses en réalité, l'examen, etc. Oui, on a un peu de mal à vous comprendre parce que la connexion est mauvaise, mais le début, je crois, est en fait le résumé, qui est non. Mais bon, bien sûr, il y a encore un peu toute une nuance derrière. Voilà, je vous remercie énormément. Je crois que vous avez toutes les présentations ont été très inspirantes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre apport aujourd'hui. Donc, on a eu un petit problème de connexion, mais on a réussi. Donc, j'en suis très content. On est tous très contents que vous ayez réussi à vous connecter avec nous, avec tous les gens qui sont ici à Bruxelles, mais aussi les autres personnes en ligne. Je vous remercie beaucoup, Texaf Bilembo, et les Chantal Alain, Christine et Nadina. Voilà, j'allais juste... Oui, merci, très bien. On en est à 2 secondes, 30 secondes de terminer cette séance. Encore une question pour Alexis, Karine et Joséphine. Je leur avais posé la question sur la totalité de CO2 qu'on pouvait épargner en ayant des écoles vertes de par le monde. Est-ce qu'ils sont encore ici?
Oui, oui. Ah, est-ce que vous avez pu faire une réflexion très rapide, bien sûr, sur cette question? Alors, j'ai fait une petite réflexion, mais bon, malheureusement, je suis pas capable à l'échelle mondiale de traiter la question. Mais j'ai fait une petite, voilà, une petite réflexion au niveau Palestine, en tout cas, et uniquement sur la question en fait, énergétique, mais qui constitue quand même le plus gros apport voilà, de gaz à effet de serre. Donc, en gros, une école en Palestine, en moyenne, consomme 15 000 kWh d'électricité. Et cette électricité est extrêmement polluante parce qu'elle est importée d'Israël où elle est produite à plus de 90%, hein, avec des... Alexis, juste un nombre, juste un chiffre. Chaque école qui est équipée de panneaux solaires ou bien ne consomme pas voilà, d'énergie fossile pour son énergie épargne à peu près de 10 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à environ enlever deux voitures du parc automobile. Et donc, avec 2000 écoles en Palestine, ça ferait 20 000 tonnes de CO2 ou 4000 voitures retirées du trafic si on les équipait de panneaux solaires ou on les faisait consommer moins d'énergie avec voilà, de l'efficacité énergétique ou d'autres composants. Merci. Ça donne une petite indication ou en tout cas une première idée de pensée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alexis, Karine, Joséphine et à Ilse pour leur présentation et bien sûr Texaf Bilembo. J'ai mis une dernière question sur le Mentimeter, c'est sur sur l'inspiration que vous avez obtenue de ces 5 présentations, de ces 5 pays. Donc, en anglais, parce que je n'ai pas eu la place pour le noter aussi en français. Mais est-ce que cela vous a inspiré ou est-ce que cela vous a plus ou moins inspiré, hein? Donc, ça nous donne un peu une idée de l'inspiration que vous avez reçue de ces cas qui ont été présentés. Voilà, on voit les gens qui... Et sur ceci, on va prendre la première pause. Je pense qu'on va la prendre on va voir, je pense 5 minutes, au moins 5 minutes, peut-être un tout petit peu plus, mais on va prendre 5 minutes de pause. Le temps de préparer la deuxième session et de vous revoir d'ici quelques minutes pour les gens en ligne, mais aussi pour les gens dans la salle. À dans 5 minutes.